Bonsoir à tous et bienvenue. Alors non, je ne sais pas si Neymar va être un joueur du Paris Saint-Germain, et quelque part je m'en fous. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment ces négociations peuvent se passer, puisque ces derniers jours, de manière publique, la presse a évoqué le nom de Pini Zahavi. Alors, Pini Zahavi, vous allez me dire, c'est pas très connu, etc. Certains spécialistes vont dire oui, mais le grand public le connaît très mal. Et pourtant, à côté, Jorge Mendes et Mino Raiola, qu'on considère parmi les plus grands de la profession, ce sont des joueurs de bonneteau. Pini Zahavi, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 et en plus en ancienneté. Alors, avant toute chose, pourquoi il est sur le deal avec Neymar? Alors, je précise aussi, toute cette vidéo sera sourcée, parce que j'ai pris des notes, c'est très rare, parce que je ne veux pas me tromper et je sais que chaque mot est très important. Pini Zahavi, on remonte donc en août 2010. À l'époque, Neymar joue un match amical avec le Brésil contre l'Amérique, donc les États-Unis. Et actuellement, Santos est sous pression, son club. Donc, ils ont mandaté plutôt, un agent spécialiste dans les droits du foot qui s'appelle Marcos Motta, afin de les faire respecter. Et donc, Marcos Motta parle et dit qu'à l'hôtel Hilton sur Lexington Avenue à New York, au même moment, il est présent avec le père de Neymar, Wagner Ribeiro, l'agent, une délégation de Chelsea, et Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, qui est le nouveau président de Santos. Accompagné par tous ces gens, un homme, Pini Zahavi. Une offre de 35 millions d'euros est faite par Chelsea sous la bonne conduite de Zahavi qui avait aidé le club londonien à trouver un acquéreur en la personne de Roman Abramovich qu'on lui avait présenté quelques années auparavant. Et Pini Zahavi était déjà là. Ensuite, prenons un autre dossier qui a été sorti dans la presse à propos des commissions sur le transfert de Santos à Barcelone, donc de Neymar. 3 personnes, à part le club de Santos, ont touché de l'argent sur ces commissions. Il y a le père de Neymar, il y a Wagner Ribeiro et notre troisième homme, Pini Zahavi. Pini Zahavi a donc été central dans le transfert de Neymar à Barcelone. Et aujourd'hui, on le retrouve potentiellement. Mais alors, qui est Pini Zahavi et pourquoi est-il aussi important? Donc, Pini Zahavi, à la base, c'est un journaliste né en Israël, donc, qui travaillait pour divers journaux. Alors, je cite une interview qu'il avait donnée un jour. Non, excusez-moi, c'était un ancien collègue à lui, journaliste, qui avait donné cette interview au Guardian, en disant que Zahavi lui disait, écoute, moi je reste 3 ou 4 ans dans un journal, et ensuite je change, parce que comme ça je peux gagner plus et j'obtiens des indemnités. Alors, Zahavi, de l'avis de tous, était réellement un amoureux de football, un grand travailleur, malin et assez sympa. Sa spécialité, c'est quand même fumer le gros cigare, et on va dire, de mener une vie de classe. Ok. Maintenant, passons au Mondial 74, qui marque un tournant dans sa carrière de journaliste. À l'époque, les journalistes avaient une très très grande proximité avec les joueurs. Et lui, du fait qu'il parle plusieurs langues, c'est quelqu'un de très cultivé et intelligent à la vie, il fait plusieurs amitiés, notamment avec Graham Souness, Kenny Dalglish, Terry Venables et Ron Atkinson. Il invite même des joueurs dans sa villa en Israël, à Eilat, et la légende dit qu'il envoyait des oranges israéliennes à Melwood, qui est le centre d'entraînement de Liverpool. Cette anecdote est référencée dans un article du Guardian qui avait publié la première très grande interview de Zahavi en 2006. C'est David Cohn, je crois, le journaliste qui l'a fait. Donc Zahavi, ensuite, en 1979, va réaliser son premier deal d'agent. Pourtant, il est toujours journaliste. Néanmoins, je vais le citer, « J'avais l'habitude d'aller toutes les 4 semaines pour le football en Israël avec Reuven Rivlin. » Reuven Rivlin, aujourd'hui d'ailleurs, c'est le président d'Israël. Donc bref, il explique que Avi Cohen, qui est un joueur qui était, je crois, au Maccabi, j'ai un doute, il parvient à le transférer à Liverpool, moyennant 200 000 pounds. Bon, l'affaire marche pas trop bien, mais ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il refera un tour au Royaume-Uni, Cohen, pour les Rangers. Qui était manager des Rangers après? Graham Souness, très très bon ami de Pini Zahavi. Ensuite, il va faire quelques deals de moindre importance, jusqu'à ce qu'arrive, à peu près un peu plus tard, quelques années, Barry Silkman, un joueur donc anglais, et je vais citer Barry Silkman, qui parlait au Jewish Telegraph. Pini, donc Zahavi, était un journaliste à qui le propriétaire du Maccabi Tel Aviv lui a demandé de trouver un joueur pouvant lui offrir quelque chose de différent. On lui a parlé de moi comme d'un joueur juif et il m'a supervisé une semaine avant de me signer. Silkman donc ira en Israël avant de retourner en Angleterre et ensuite d'être agent associé à Pini Zahavi. Silkman, pour l'anecdote, c'est quand même un mec qui a déclaré dans cette même interview qu'il avait proposé Zinedine Zidane à Newcastle, mais on lui a dit qu'il était surcoté. Silkman, des fois, a des propos, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bref, dans les années 90, Zahavi quitte sa carrière de journaliste, finalement, pour devenir agent à plein temps. Ses spécialités, l'Amérique du Sud et l'Afrique qu'il considère comme le futur du football. Je vais également faire une citation de lui de la même époque. Il disait, en parlant des Anglais, il ne parvenait même pas à trouver les résultats en Europe. C'était une île déserte et il ne pouvait pas plus s'en foutre de ce qui se passait ailleurs. J'étais capable de changer ça.
D'ailleurs, dans l'appartement de Zahavi, qui est donc à Mayfair, un quartier londonien, on va dire assez huppé, vous pouvez voir, selon cet article du Guardian, une grande photo de lui et Sir Alex Ferguson, qui était plutôt ami avec lui, en train de se faire une grande accolade. Pourquoi je dis plutôt ami avec lui? Parce que dans les années 2000, on va avoir du Juan Sebastian Veron, on va avoir du Rio Ferdinand, on va avoir du Jaap Stam, toute œuvre de Pini Zahavi. Maintenant, on va commencer aux années 2000, et là, on va comprendre que Zahavi a anticipé ce qui allait se passer, il a eu 20 ans d'avance quasiment. Donc je vais vous citer ce qui se dit. Il en parlait avec Richard Scudmore, le boss de la Première Ligue. Cette citation vient du livre Football Secret Trade. Zahavi donc explique: « Mais je ne suis plus agent maintenant. Maintenant je suis propriétaire des joueurs. C'est ça le futur. » Vous vous souvenez la tierce propriété, tout ce qu'on entend? Zahavi, il avait 10 ans d'avance. Après, il a toujours dit, ça faisait 25 ans qu'en Amérique du Sud ça se fait, vous les Anglais, vous comprenez rien, c'est ça le futur du football, c'est votre manière de survivre, la tierce propriété. Selon Zahavi, un club prend moins de risques, admettons s'il met 30 millions de pounds sur quelqu'un, s'il partage le risque avec quelqu'un. C'est un peu ça. Donc en 2001, Zahavi aide le premier Argentin agréé par la FIFA, Gustavo Mascardi, à transférer Juan Pablo Angel, le Colombien, pour 12 millions de dollars à Aston Villa. Mais avant ce transfert, 50% des droits appartenaient à une compagnie créée par Mascardi très vite qui s'appelait Siglo XXI. Bon, pourquoi pas. Continuons un petit peu. En 2003, donc, il aide Chelsea à trouver un acheteur, donc Roman Abramovich. Les contacts avaient été amorcés par l'intermédiaire de l'agent Jonathan Barnett, quelqu'un qui est très très important. C'est notamment lui qui a géré Gareth Bale pour qu'il aille au Real Madrid, de mémoire. Et donc, Chelsea, ça se fait très 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 vite. Après, Abramovich, il est vrai, avait des vues sur... il voulait investir, etc. Donc pourquoi pas. Et je le rappelle, il s'était connu plusieurs années auparavant. Néanmoins, Zahavi va continuer dans son rôle d'intermédiaire, de courtier, comme il le dit très bien, entre plusieurs clubs et notamment des gens, des anciens oligarques russes. Et c'est là où arrive West Ham. Zahavi lui-même a agi comme courtier et intermédiaire, ce sont ses propres mots, dans une interview donnée à l'Observer. Je crois que c'est 2005-2006. Et à ce moment, on parle de 2 hommes pour acheter West Ham. Boris Berezovski et un Géorgien, Arkady dit Badri Patarchkatishvili. C'était l'homme le plus riche de Géorgie, qui est désormais mort. Alors, qui est Boris Berezovski? Boris a fait fortune dans les Lada et surtout dans Aeroflot, une compagnie aérienne dont il a profité après la chute de l'Union soviétique, dans le domaine de privatisation des entreprises. Le scandale de Aeroflot et sa privatisation a fait couler beaucoup d'encre. Mais Berezovski, c'est aussi cité par Razman Kadyrov, c'est aussi cité dans beaucoup d'affaires, voilà, on va dire, je vous cherche sur internet, ce sera plus vite. Et également, ce qui est très 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 curieux pour vous montrer quand même que ça ne rigolait pas, il a été exilé donc en Angleterre. La Russie a demandé plusieurs fois son extradition, ça a été refusé, parce que Berezovski, visiblement, a aidé Vladimir Poutine à l'époque à aller un peu plus loin dans le pouvoir. Après, il y a eu un peu effet qui se coule, c'est-à-dire Berezovski se plaignait de certaines choses. Et donc, l'Angleterre a toujours refusé d'extrader Berezovski, qui était également demandé par la justice brésilienne, mais on va y revenir un peu plus tard. Et il portait d'ailleurs un nom d'alias en Angleterre, et un journaliste américain qui s'appelle Paul Klebnikov avait écrit beaucoup de choses sur lui, on va dire très négatives, en expliquant, voilà. Paul Klebnikov a malheureusement été tué de 4 balles dans une rue de Moscou par une voiture qui passait au ralenti. Il a reçu 4 balles et il est mort ensuite à l'hôpital. Ce même Boris Berezovski a eu un procès en 2012 contre un certain Roman Abramovich, qu'il d'ailleurs perdra, et 1 an après, donc en 2013, il est mort, visiblement un suicide qu'on dit par pendaison. Bon. Quant à notre autre personne, le Géorgien, il a été président du Dynamo Tbilissi et impliqué dans beaucoup de choses sportives dans son pays, que ce soit dans le comité olympique, mais il a été également un homme politique, puisque je crois qu'il a terminé 3e à une élection de Géorgie, il est mort il y a quelques années. Bon, d'accord. Finalement, le deal sur West Ham ne se fait pas avec ces hommes-là. Certains disent qu'ils n'étaient pas intéressés, mais on va y revenir après sur Boris Berezovski, vous allez voir le lien. Donc en 2006 également, Portsmouth est racheté par Alexandre Gaidamak sous l'intermédiaire de Pini Zahavi. Je rappelle que Alexandre Gaidamak, son père Arkady, avait racheté le Beitar Jérusalem à l'époque sous l'aide de Pini Zahavi. Alors qui est Arkady Gaidamak? C'est quelqu'un qui est né en Russie, qui dispose de 5 nationalités, je crois de la canadienne, l'angolaise, la française, israélienne et russe, sachant qu'il a des passeports diplomatiques là-dessus. En 1996, il est décoré de l'ordre du mérite, mais finalement va passer quelques temps en prison récemment pour l'affaire de l'Angola Gate, qui sont des ventes d'armes en Angola. Alors aujourd'hui, il est libéré sous bracelet électronique. Voilà. Et donc son fils avait racheté Portsmouth, sachant que Zahavi, après, Portsmouth est passé de main en main.
Zahavi nie une autre implication avec les autres propriétaires, sachant que dans le procès de Portsmouth ensuite, Portsmouth était redevable de plus de 2 millions envers Zahavi qui facturait des prestations de 400 000 pounds par an pour du consulting et du scouting. Je rappelle également que Pini Zahavi a fait signer Tal Benaim à Portsmouth pour un salaire de 36 000 livres par semaine à l'époque, sachant qu'avec les droits d'image et une compagnie qui était détenue à Guernsey, je crois, ça se montait à 50 000 sur un contrat de 4 ans, ce qui nous fait plus de 10 millions de pounds pour Tal Benaim. Voilà, je rappelle que Portsmouth à un moment donné était descendu en Détroit, que ça avait causé beaucoup de soucis. Donc voilà, mais Portsmouth, on va le temps d'y revenir, et je vais d'ailleurs donner cette anecdote-là. Zahavi donc est allé au collège avec quelqu'un qui est devenu très riche et qui est le président du Maccabi Haïfa. Cette même personne donc détenait un joueur nigérian du nom de Yakubu Ayegbeni. Yakubu Ayegbeni arrive au Maccabi Haïfa par l'intermédiaire de Barry Silkman. Vous vous rappelez Barry Silkman, le joueur que Pini Zahavi a permis auquel Pini Zahavi a permis d'aller au Maccabi Tel Aviv et qui, selon ses propres dires, lui doit tout. Silkman disait que la voiture que j'ai, la maison que j'ai, c'est tout grâce à Pini Zahavi. Et donc, Yakubu Ayegbeni est une des affaires, comment je pourrais expliquer ça ? Une affaire très compliquée, puisqu'ensuite, il va en Angleterre, depuis le Maccabi Haïfa, et en 2007, ce transfert est ciblé par une enquête large de la Première Ligue, mise par l'intermédiaire de Lord Stevens. Alors, potentiellement, il y a des soucis avec 5 transferts, Didier Drogba, Petr Cech, Fabio Rockenbach, Kolis Mbezuma et Yakubu Ayegbeni. Alors maintenant, on va retourner dans cette enquête-là, que Zahavi a toujours considéré comme une blague absolue. Il a même menacé d'attaquer la Première Ligue en échange. Il n'a absolument rien eu, donc pourquoi pas. Néanmoins, il y a des faits qui sont irréfutables, donc on va le dire. Et encore une fois, ce n'est pas illégal. Ce n'est absolument pas illégal, et je n'ai jamais dit ça. Donc sur Didier Drogba, visiblement, Pini Zahavi avait obtenu du secrétaire de Chelsea, David Barnard, un papier lui permettant de toucher 150 000 pounds en 2 fois. Bon, pourquoi pas. Sur Petr Cech, on arrive à 500 000 euros quand même. C'était en euros, excusez-moi, la première somme sur Drogba aussi. Avec 2 fois 250 000 euros. Mais alors, voilà, on ne sait pas pourquoi l'enquête a montré ce deal de Petr Cech, qu'on ne sait pas l'implication de Zahavi là-dessus. Maintenant, et c'est là où ça va être la tierce propriété que c'est intéressant. Collins Mbezuma, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un buteur zambien qui jouait à Kaizer Chiefs en Afrique du Sud. Alors Portsmouth cherche à l'acheter, donc je vais vous lire. En fait, Zahavi a prêté de l'argent à Portsmouth afin de leur permettre d'acheter le joueur, c'est-à-dire on parle de tierce propriété. C'est-à-dire que Zahavi, en fait, par une compagnie gibraltarienne GOL International, va payer Kaizer Chiefs l'équivalent de 1,2 million d'euros, incluant la commission à Maccabi, qui est un des 2 grands agents régulant le marché sud-africain. Bon, d'accord. Ensuite, Gaulle, donc sa société, et Portsmouth se mettent d'accord que, ensuite, à la revente, 50% des profits ira à cette société, et donc à Pini Zahavi. Néanmoins, il faut que Portsmouth aussi rembourse tout l'argent que Zahavi a avancé, c'est-à-dire plus d'1,5 million. Donc au moment de l'enquête en 2007, Portsmouth ne l'avait pas encore fait. Ensuite, nous avons Fabio Rockenbach qui est son arrivée du Barcelone à Middlesbrough, qui est assez intéressante puisque, excusez-moi, je vais lire, il y a beaucoup de commissions également à Silkman, encore une fois, qu'on retrouve, et Zahavi. Ok, pourquoi pas. Néanmoins, Yakubu Ayegbeni, et ça avait fait fureur en Angleterre, je me rappelle à l'époque, puisqu'en fait, il avait convenu avec le directeur sportif de Middlesbrough, le directeur exécutif, excusez-moi, Keith Lamb, un paiement en 10 fois de 364 000 pounds à chaque fois, si Yakubu reste 5 ans. C'est-à-dire que potentiellement, Zahavi, par sa société, pouvait obtenir une commission de 3,6 millions de pounds, c'est-à-dire quasiment 5 millions d'euros. Alors, Yakubu n'a pas fait 5 ans, il n'a fait que 2 ans, va être transféré à Everton, donc Pini Zahavi n'a pas touché tout cet argent. Néanmoins, ça avait quand même fait scandale à l'époque, puisque la plus grosse commission qu'on avait vue, qui je crois était pour les transferts de Rooney, me semble-t-il, ou quelque chose dans le genre, c'était un peu plus d'1 million. Donc voilà. Néanmoins, on va retourner à ma petite fiche, excusez-moi. Donc ça commence un peu du doute, mais il n'a rien, et comme je vous dis, il n'y a rien d'illégal. Néanmoins, on va parler de quelque chose qui s'est passé en Amérique du Sud et qui va nous intéresser. Avec 2 personnes, Gustavo Arribas et Fernando Hidalgo, ils font une société HAZ Sports Agency. Alors, petite anecdote, Hidalgo est un ancien partenaire de Mascardi, le premier agent FIFA à qui Zahavi a mis le pied à l'étrier, et Hidalgo et Mascardi, c'est pas très bien fini. Alors cette société, HAZ Sport Agency, a une influence cruciale. Pourquoi ? Parce qu'elle va racheter un club suisse, dans le Tessin, en D2 à l'époque, Locarno. Locarno, c'est un petit club qui fait entre 500 et 800 personnes, c'est vraiment perdu, et ils n'avaient absolument pas des grands joueurs. Et en fait, ce club-là va être servi de passerelle, de triangulation à certains clubs sud-américains pour faire passer leurs joueurs en Europe. C'est-à-dire, vous allez me dire, Gonzalo Higuaín, il est passé de River au Real. Mais non, il n'est jamais passé du River au Real. Il est passé de River à Locarno, et Locarno au Real. Les droits économiques du joueur appartenaient à Locarno, du moins 50%.
de Higuain est revenu à HAZ Sports Agency. On a retrouvé le même, 40% pour Bellucci et 30% pour Augusto Fernandez. À l'époque, Locarno détenait également 3 joueurs du Racing qui étaient inscrits à la Fédération argentine, mais dont les droits appartenaient à Locarno. Ces gens-là n'ont jamais mis le moindre pied en Suisse. Locarno ensuite a servi de triangulation pour éviter justement des taxes avec d'autres clubs sud-américains et fait partie de la liste noire des clubs, on va dire, suspectés d'aider au blanchiment d'argent. Mais encore plus fort, donc ses associés, avec qui il avait également une société, je crois, de voitures de course, Gustavo Arribas, donc aujourd'hui, qui est Gustavo Arribas en Argentine? C'est le chef des renseignements, il a été nommé spécialement par le président Mauricio Macri, qui est lui-même ancien président de Boca Juniors. Je rappelle que Boca Juniors, à l'époque, avait fait beaucoup de deals en Europe et passait par Pini Zahavi. Ces informations viennent du quotidien argentin La Nation. Maintenant, on va aller encore plus loin. On va parler de Kim Jorapchian. Jorapchian est un ami de Zahavi. D'ailleurs, dans l'entretien du Guardian en 2006, les deux sont ensemble en train de fumer des gros cigares. Jorapchian, je rappelle, c'est le partenaire qui a rejoint Olivier Létang, l'ancien directeur sportif du PSG. Donc, Jorapchian crée, à l'époque, il y a plus de 10 ans, Media Sports Enhancement. C'est une société londonienne qui visiblement est basée fiscalement dans les îles Vierges britanniques. La société a elle n'a plus existé en 2008. Bref, cette société rachète Corinthians. Et c'est une manière en fait de détenir les joueurs. Et là, vous allez me dire, mais oui, Carlos Tevez, Javier Mascherano, et même Carlos Alberto, qui lui a fait l'inverse, il a fait Porto Corinthians. Tout ça, ça a été géré par l'aide de Pini Zahavi, qui lui-même l'a avoué, a servi de courtier à l'affaire. C'est-à-dire que Jorapchian est son ami, et voilà. Et Zahavi, encore plus fort. Selon la presse argentine, j'ai retrouvé un article, malheureusement j'ai pas le nom du journal en question, il est venu un 27 décembre à l'aéroport de Buenos Aires, etc. En 24 heures, il a réglé les transferts de Lucho González et Maxi Lopez. Mister Fix-It, comme on l'appelle, c'est-à-dire, vous avez un problème, vous appelez Zahavi, c'est un peu comme un magicien, il est capable de tout régler. Et c'est là où on va peut-être voir quelque chose qui est très ironique. Lucho González, est-ce qu'il appartenait à 100% à Porto quand il arrive à Porto ? Il me semble bien qu'il y a 50% de ses droits qui appartiennent à Rio Football Service, une société fondée par des gens, malheureusement, dont on ne saura jamais l'identité, mais dont beaucoup disent que c'est une société israélienne qui est basée fiscalement ou à Malte ou à Gibraltar, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup mettent en avant sa proximité avec Kim Jorapchian, et je vais vous donner plusieurs noms de Rio Football Service. À Porto, on avait Lisandro Lopez, qui appartenait un moment à Global Soccer Agencies. C'est tous des groupes qui, on va dire, des succursales d'une même holding, qui ensuite appartenait à Rio Football Service. On a également Lucho González, on avait également Luis Fabiano, tous ces joueurs passés par Porto. Je ne vais pas vous rappeler qui était le directeur sportif de Porto à l'époque, qui s'appelait Antero Henrique, qui forcément, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, a travaillé avec tous les agents possibles au monde, que ce soit Pini Zahavi ou un petit agent. Alors, encore une fois, il n'y a absolument rien d'illégal là-dedans. Ça a été, parce que la FIFA, l'UEFA n'a absolument rien dit, les tierces parties font partie intégrante du football sud-américain, il faut s'en rendre compte. Néanmoins, on comprend peut-être mieux pourquoi l'importance de Pini Zahavi dans les négociations d'aujourd'hui, parce que sans lui, comment voulez-vous faire Neymar ? Parce que c'est pas uniquement le montage financier, c'est tout le reste, c'est les mots, c'est la parole. Pini Zahavi, c'est quelqu'un qui est capable de convaincre tout le monde et surtout de mettre des gens qui potentiellement ont un désaccord à une table et de leur faire entendre raison. C'est absolument sa force et c'est ce qu'il essaye de faire dans le dossier sur Neymar avec toutes les parties. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé. Je terminerai également par une petite anecdote. Quand Samuel Eto'o s'est bloqué pour aller à Chelsea, Pini Zahavi s'est mis dedans et 24 heures après, le deal avait été résolu. Je ne sais pas si Neymar va signer. Je voulais simplement essayer de faire un genre de dessous des cartes avec comment ça peut se passer, notamment avec Pini Zahavi, mais on aura le temps d'y revenir. Je vous parlerai des Balkans, je vous parlerai plus de l'Argentine et d'autres choses de ce super agent, on peut le dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas.